Salut à toutes et à tous et bienvenue, ici Donny Jeep. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne va pas parler de jeux vidéo justement, mais qui va parler d'autre chose. Waouh. Donc en fait c'est la rubrique Game Out, comme je l'avais déjà précisé, Game Out donc ça parle de tout sauf de jeux vidéo et grosso modo ce sont mes coups de cœur sur d'autres médias, d'autres supports. Aujourd'hui on va attaquer directement avec du cinéma, même du cinéma d'animation avec le film japonais Your Name. Donc ce film, on le doit au réalisateur Makoto Shinkai, qui est un réalisateur qui a une quarantaine d'années, il est né en 1973, et qui en fait a été vraiment connu du grand, on va dire, du grand public avec ce film-là, Your Name, sorti en 2016. Pour rappel, donc Makoto Shinkai, avant ça, il a travaillé dans le jeu vidéo justement, donc comme quoi ça parle pas de jeux vidéo, mais il y a encore des jeux vidéo. Donc il a commencé, il a fait ses armes là-dedans. En 99, il va réaliser en fait son premier court-métrage, mais vraiment très court-métrage d'animation. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, ce sont plutôt des instantanés, ça dure un peu moins de 2 minutes. C'est sur une musique, il n'y a pas de parole non plus en fait, hein, c'est juste des incrustations de texte, un peu comme ces vieux films muets. Et la musique en fait, c'était une musique d'Erik Satie. Alors c'est une musique connue d'Erik Satie, je sais plus trop si c'est une gymnopédie ou une gnossienne, mais bon, le thème est vraiment connu. En 99 aussi, après avoir fait ça, il va faire un court-métrage qui s'appelle She and Her Cat, donc elle et son chat, et qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme célibataire à Tokyo, racontée par son chat. Donc c'est pareil, il va faire quasiment tout seul. Il va doubler la voix du chat, son ami compositeur qui s'appelle Temon et qui va composer pour pas mal de ses films ensuite, va lui faire la musique justement pour ce court-métrage. Et il va le distribuer un petit peu sur CD enregistré à l'époque, ce genre de choses. Mais il va se faire connaître un petit peu comme ça. Et ce qui fait qu'en 2001, quand il va pitcher en fait son nouveau court-métrage qui est plus long, qui fait une vingtaine de minutes, il va en fait quitter son boulot alors il était designer je crois pour un studio de jeux vidéo. Donc il va le quitter en 2001 et en 2002 il va sortir donc ce fameux premier vrai gros court-métrage qui s'appelle Voice of a Distant Star. Donc c'est un court-métrage en fait qui parle d'un garçon et d'une fille. Il y a une race extraterrestre qui a été découverte, donc en fait finalement il va y avoir une guerre un peu spatiale, donc la fille va s'engager dans l'armée et le garçon avec qui elle a noué des liens en fait amicaux et puis un peu plus va rester sur Terre. Et donc en fait tout le concept de ce court-métrage, c'est en fait il s'échange des mails, mais plus elle s'évalue dans l'espace, plus ça met du temps. Donc en fait quand elle pense quelque chose, lui il a déjà grandi, ce genre de choses. Et on va retrouver déjà c'est les thèmes en fait de la communication ou des fois de l'espace et du temps qui séparent les gens. Et c'est un thème vraiment prépondérant dans l'œuvre de Shinkai, j'y reviendrai quand je parlerai de Your Name. Donc voilà, donc ça va être son premier, on va dire premier vrai gros court-métrage. En 2004 il va faire son premier long-métrage qui s'appelle La Tour au-delà des nuages. Donc c'est pareil, alors c'est encore de la science-fiction, il y a aussi donc une sorte de drame, de roman, ça se passe dans un Japon uchronique dans les années 70. Et c'est un bon film qui va le faire connaître, il va avoir des prix dans certains festivals. Mais il dure quasiment 2 heures et c'est un film quand même qui souffre des fois de perte de rythme en fait. Le long format en fait, on sent que Shinkai le maîtrise pas encore totalement. Et ce qui fait qu'il va repartir vers le court métrage ou le moyen métrage, puisqu'en 2007 il va signer 5 cm par seconde, qui jusqu'à très récemment était pour moi d'ailleurs mon film d'animation préféré de tous les temps. Mais ça demanderait vraiment toute une nouvelle vidéo pour parler de 5 cm par seconde tellement j'aime ce film. Donc je vais pas trop en parler, mais il vient sur en fait un sujet qui est beaucoup plus... il n'y a pas de science-fiction, c'est vraiment plus ancré dans la réalité. Et c'est pareil, c'est avec une espèce d'histoire de promesses, de jeunes enfants, puis adolescents, puis jeunes adultes. Et c'est toujours pareil sur la communication, ou des fois les promesses, la destinée, ce qu'on pense tenir, ne croit ne pas tenir, sur les rêves avortés. Bref, c'est vraiment des thématiques qui reviennent souvent chez lui. Donc c'est un film qui dure 1 heure, qui est morcelé en 3 chapitres, mais qui sont connectés les uns aux autres, et qui est vraiment un chef-d'œuvre qui est fabuleux, même visuellement encore et techniquement. Le film a quasiment 10 ans, et ça reste un sommet du genre. Donc voilà, c'est un film assez extraordinaire. Cette même année-là, pour le développer, en fait, il va créer son propre studio de films, en fait, qui s'appelle Comics Wave. Donc Comics Wave, en fait, Comics Wave Film, puisque à l'origine, il y avait déjà une branche qui s'appelait Comics Wave. Et finalement, il va racheter une part et fonder Comics Wave Film. Et donc tous les films après qu'il va produire, ça sera par ce label-là. Donc ça, c'était en 2007. 2011, il va repartir sur du long métrage avec Voyage pour Agartha,
qui change un peu de son style habituel et qui se rapproche un peu des productions Ghibli. Donc Ghibli, c'est le studio mythique de Hayao Miyazaki, et qui n'est pas vraiment une réussite ce film-là. Enfin, il marche très bien, mais justement, il perd un peu de sa propre patte et sa propre touche, on va dire, artistique, pour faire une sorte d'objet un peu hybride. Et voilà, donc c'est un film qui se regarde bien, qui a eu même quelques petits prix, mais c'est pas là où il est le plus à l'aise, Shinkai. Ce qui fait qu'en 2013, il va revenir sur un peu ce qu'il sait faire avec The Garden of Words. Donc The Garden of Words, c'est la rencontre entre un jeune collégien ou lycéen peut-être, ouais, lycéen plutôt, et une jeune femme en fait qui ne veut plus aller à son travail. Donc c'est pareil, c'est une question de communication, de rencontre à un moment donné, et comment les gens se complètent. La façon de se compléter ou pas, c'est très important chez Shinkai. Je vais en revenir tout à l'heure quand je rentrerai dans Your Name. Donc voilà, donc alors visuellement c'est extraordinaire. Je préfère quand même 5 cm par seconde, mais on retrouve ces thématiques là, on a l'impression que Shinkai se ressource sur ce qu'il sait faire vraiment après le semi-échec tout relatif de Voyage pour Agartha. Donc c'était en 2013. Et à la suite de quoi, donc c'était un moyen métrage, je ne l'ai pas dit, une quarantaine de minutes, donc il revient à un format plus court. Et en 2016, donc il repart sur un format plus long, son 3e long métrage, qui est donc Your Name, et qui là pour le coup va à la fois garder son succès critique qu'il a souvent, mais qu'il n'était pas connu du grand public, même au Japon en fait. Mais là ça va exploser, le public va adhérer en masse, ça va être le 4e plus grand succès du box-office japonais. Les seuls films qu'il y a devant lui, c'est Le Voyage de Chihiro, donc de Miyazaki, et c'est ensuite des mastodontes comme Titanic, donc James Cameron, et le Frozen, donc La Reine des Neiges, de Disney. Et au box-office mondial, c'est le plus grand succès du cinéma japonais de tous les temps. Donc voilà, donc ça a été vraiment un raz-de-marée, qu'il a un peu, d'ailleurs ça l'a surpris à lui, parce qu'il n'était pas habitué. Et donc voilà, donc Your Name, en fait, ce raz-de-marée là, à la fois critique et donc surtout maintenant public, est-ce que c'est mérité? Je vais vous dire pourquoi, oui, c'est mérité. Your Name, en fait, ça raconte l'histoire de quoi? Ça raconte l'histoire de 2 adolescents. On a Mitsuha d'un côté, Taki de l'autre. Donc Mitsuha, en fait, c'est une jeune fille qui vit en fait à Itomori, qui est une espèce de bled un peu paumé en plein milieu du Japon et qui est assez campagnard. Donc quand je dis bled paumé, c'est comme ça qu'elle le juge elle, en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Mais donc voilà, donc c'est un lieu un peu paumé, en plein milieu du Japon, c'est construit autour d'un lac, il y a les montagnes tout autour, et c'est ancré quand même dans le côté traditionnel du Japon. Taki, lui, est en fait un lycéen qui vit à Tokyo, donc en plein dans la mégalopole, et ça va être beaucoup plus, donc tout ce qui va être les super cafés, les salles d'arcade si on a envie, même si on ne le voit pas dans le film, enfin bon, tout ce côté technologique aussi. Mitsuha, en fait, elle en a un peu marre de vivre là, d'autant qu'elle vit avec sa petite sœur chez sa grand-mère, qu'elle vit dans un temple. En fait, il y a un sanctuaire, le sanctuaire Miyamisu, donc c'est le nom de sa famille, et donc elle est obligée de faire des tâches en fait qui sont liées à tout ce qui va être le côté un peu traditionnel, religieux, et donc elle voudrait quitter ça, et en fait son rêve en fait ça serait d'être un garçon cool de Tokyo. Taki lui est un garçon cool de Tokyo, et en fait ça lui va très bien. Donc par contre ils vont se rendre compte qu'ils vont rêver justement dans leur sommeil, lui en fait qu'il est une jeune fille dans un bled paumé de la campagne, et elle qu'elle est un jeune garçon cool de Tokyo. Donc ils font dans leur rêve leur paraît très réaliste, et en fait au réveil ils ont oublié tout ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'en fait quand ils rêvent ils échangent leur corps. C'est-à-dire que même si eux ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait quand l'un était dans le corps de la fille et la fille dans le corps du garçon, tout ce qu'ils ont fait ça a impacté le monde qui les entoure, et donc les gens qui les entourent. A partir de là, ils vont devoir essayer de communiquer même s'ils ne peuvent pas se rencontrer, en se laissant des mots sur le visage ou en se laissant après dans le journal de leur téléphone portable. Et ensuite, voilà, essayer de vivre avec ce mystérieux phénomène qui fait qu'ils échangent au travers de leurs rêves leur corps 2 à 3 fois par semaine. Alors, je vais pas en raconter plus au niveau du scénario, parce que ça c'est vraiment que le tout début du film, on va dire. Il va se passer plein d'autres choses, et en fait, en parler plus, ça serait vraiment gâcher la surprise, et ça serait stupide. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le scénario de base, ce départ, ça fait partie de ce qu'on appelle en fait le body swap movie. Donc body swap, en fait, c'est échanger les corps. Les films, on échange les corps. Alors au Japon, c'est encore plus drôle, puisque dans leur vieux texte qui date du XIIe siècle, il y a un texte qui s'appelle le Genji travesti, enfin c'est comme ça qu'il est surnommé. Alors c'est pas un garçon et une fille qui échangent leur corps, mais ils échangent leur position. Donc c'est déjà un vieux truc à l'époque. Et il y a un film aussi qui est culte au Japon des années 1980-1982 qui s'appelle justement I Are You, You Am Me. Donc où en fait c'est un garçon et une fille qui sont des amis qui sont un peu séparés, qui à la suite d'une chute près d'un temple vont échanger leur corps. Et donc ils découvrent un petit peu on va dire les premiers émois amoureux, c'est des adolescents. Et donc c'est un film qui a beaucoup marqué à l'époque, 1982. Donc effectivement Shinkai s'est basé un peu là-dessus en fait pour
pour, on va dire, lancer le début de son film, sauf qu'après on verra que ça part vers vraiment autre chose, enfin on verra, vous verrez quand vous verrez le film, moi je vais pas vous le dire. Et donc voilà, et donc c'est un postulat de base qui est déjà très drôle, qui donne lieu à des gags qui sont vraiment amusants, et ce qui est nouveau pour Shinkai. Shinkai c'est pas quelqu'un de réputé pour des gags. En général dans ses films, c'est pas des films lourds, mais c'est souvent assez mélancolique, doux, amer. Donc là on va retrouver cette thématique là et son côté doux, amer, mélancolique, mais il y a aussi donc des gags en plus qui fonctionnent très bien. Ils tirent jamais sur la corde en fait, évidemment, quand la fille ou le garçon découvre leur corps. Donc déjà le garçon, toucher les seins, ce genre de choses. Sauf qu'en fait il va en faire une sorte de running gag là-dessus, mais qui au travers du film à un certain moment, une scène clé, aura son importance, aura un côté beaucoup plus touchant. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant en fait, il fait pas de l'humour juste en fait pour faire rire. C'est que ça fait rire sur le coup, mais après il y aura toujours en fait une espèce d'écho qui sera beaucoup plus profond que le gag de base le laissait présager. Et donc c'est nouveau pour lui, mais ça réussit très bien, et ça c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, donc ça c'est le genre de départ. Après dans les faits, on va rentrer d'un point de vue technique, parce qu'effectivement quand on regarde un film de Makoto Shinkai, le premier truc qu'on voit c'est la qualité graphique. Il a vraiment une patte particulière, visuellement ça déchire la rétine comme on dit, et enfin je sais pas si on le dit mais en tout cas je le dis. Et donc voilà, avec alors au niveau de la composition des plans, il a vraiment un art du plan qui est très particulier, qui lui est propre, et qui moi par certains côtés me rappelle en fait un peu certains plans que pourrait avoir sur sa seconde moitié de filmographie, Wong Kar-wai, réalisateur donc hongkongais, qui a des plans très très bien calculés, qui frappent vraiment. Ça fait des scènes, limite c'est en fait c'est réducteur de dire ça fait fond d'écran en fait d'ordinateur, mais c'est ça, ça va être des plans comme ça, des panoramas qui vont se scotcher littéralement, avec du travail sur les couleurs, sur la luminosité. Ça, en fait c'est jamais des couleurs qui sont naturelles, on ne va pas les trouver dans la nature, mais c'est fait de telle manière que ça heurte pas en fait, mais ça, il y a un côté un peu pas fantasmagorique mais pas loin, ça fait une espèce de vitalité qui sort de ces plans là, de ces panoramas, qui est assez exceptionnel. Dans certains plans d'autres sinon il va aussi faire des sortes avec des espèces de fragments d'instantané en fait. Ça c'est un truc très particulier du cinéma japonais aussi, c'est d'arriver en fait à densifier les choses par des instantanés, par petites touches. C'est des choses qu'on peut retrouver dans le cinéma par exemple de Hirokazu Koreeda, je vous conseille ces films. Et donc voilà, ce côté là par petites touches à amener, c'est vraiment très bien fichu, et ça Shinkai arrive à le cristalliser même dans ses films d'animation. Et autre chose qui est très intéressant, il le disait dans une interview, c'est qu'au niveau de ses plans aussi, il va mettre la caméra, puisque en fait même si l'animation on met une caméra, dans des endroits où justement une caméra pour un film avec des vrais acteurs, ne pourrait pas être mise. Et ce qui fait que ça donne des angles des fois assez improbables, mais qui dans le montage passent très très bien. Et donc voilà, donc ça donne vraiment des points de vue qui sont assez exceptionnels. Donc après voilà, visuellement c'est magnifique. Au niveau de l'animation, c'est très très bien aussi. Ça change un petit peu de l'animation qu'il faisait d'habitude. Il est reparti sur une sorte d'animation un peu hybride, mais pas l'hybride un peu qui ressemblait à du Ghibli dans Voyage pour Agartha. Un hybride en fait qui permet d'appeler à toucher un plus large public, mais en gardant un peu aussi une partie de ce qui fait en fait sa propre identité à Shinkai. Et donc au niveau de l'animation, son directeur d'animation sur ce film là c'est Masashi Ando, qui est donc un directeur d'animation très connu, qui a travaillé avec les plus grands de l'animation du cinéma japonais. Il a travaillé avec Miyazaki sur Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro justement. Il a travaillé aussi avec Takahata, alors pas sur le Tombeau des Lucioles, c'était le réalisateur du Tombeau des Lucioles, mais sur le dernier, c'était les contes de la princesse Kikugiya, j'espère que je le dis bien. Et il avait travaillé aussi avec le regretté Satoshi Kon, donc voilà, un réalisateur qui est mort trop jeune malheureusement, qui a fait des super films d'animation aussi. Donc il avait travaillé avec lui sur Tokyo Godfathers et Paprika je crois. Donc pareil, si vous pouvez voir ces films là, c'est différent mais c'est quand même super bien. C'est fin de l'aparté. Donc voilà, un directeur de l'animation qui a vraiment de la bouteille comme on dit. Et ce qui donne donc voilà un film qui est un film de Shinkai, mais qui s'ouvre en fait sur quelque chose d'un peu plus élargi que on va dire ses spectateurs habituels. Et ça explique peut-être aussi pourquoi le film a bien marché, d'un point de vue aussi visuel, comment il appelle par rapport au regard à l'œil et puis à des habitudes qu'on voit dans l'animation japonaise. Et ce qui a fait que le film a beaucoup marché aussi, c'est je pense l'universalité de son message et de son fond. Au niveau du fond, comme je dis, je ne vais pas décrire tout ce qui se passe dedans, ça serait vous gâcher les choses. Toujours vous dire quand même que ce qui est très important dans le film de Shinkai, alors il y a déjà cette rencontre, il y a la découverte en fait un peu des émois adolescents, ça c'est sûr, il y a une sorte de romance qui s'instaure. Mais plus que ça,
c'est comme je vous ai dit, c'est cette manière de se compléter aussi sur la destinée, sur se compléter, c'est très important chez Shinkai, se compléter. D'ailleurs dans le film, vous verrez, il y a toujours des... par exemple la lune, bah, pour Shinkai, ça c'est dans une interview qu'il disait, hein. C'est pas que j'ai analysé le film pour le savoir, je l'ai lu dans une interview. Et en fait il expliquait que la lune c'est quelque chose de complet, et justement dans son film, la lune est souvent incomplète parce qu'en fait Mitsuha d'un côté, Taki de l'autre cherchent en fait une part d'eux. Et en fait se trouver, c'est en fait se compléter. Ça c'est quelque chose qui est très important. Et donc par exemple Taki aura un t-shirt où on voit une sorte de lune coupée en deux. Un t-shirt d'ailleurs qui est marqué Half Moon. Des fois quand Mitsuha regarde la lune, ben, il y aura toujours soit quelque chose qui barre le champ de vision, ce qui fait que la lune est coupée. Enfin la lune n'est jamais complète. Et donc voilà, donc ce côté de se compléter, la communication, c'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très important chez lui. Donc là ils vont communiquer, en fait ils ne peuvent pas se rencontrer, mais ils vont pour l'instant, mais en fait ils vont essayer de communiquer à travers des messages qui se laissent et à travers ce qui se passe sur leurs journaux et tout ça. Donc en fait être bloqué par l'espace et le temps, mais essayer de vouloir communiquer quand même, c'est quelque chose de très important chez lui. On va retrouver toutes ces thématiques, les trains sont des choses qu'on retrouve souvent dans ces films là. Même là en fait il n'y en a pas beaucoup, mais pour une scène clé, ou même une ou deux scènes clés, ça sera dedans. Et c'est très important aussi parce que les trains c'est pareil, c'est quelque chose qui suit des rails, qui suit un chemin. Et est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas, est-ce qu'on peut croiser des gens, est-ce que les trains se croisent, c'est comme des destinées en fait pour lui. Et donc ça c'est quelque chose qui revient vraiment souvent chez lui. Et après il va avoir justement tout ce qui est se croiser et aussi tisser des liens. Une des notions très importantes dans le film, c'est ce qu'ils appellent musubi, donc c'est l'art de tisser, puisqu'en fait Mitsuha dans son village d'Itomori, dans son temple avec sa grand-mère, apprend à tisser des tresses en fait, qui lient les gens, en fait qui lient tout finalement. Les gens à l'univers, les gens dans le temps, les gens entre eux, et quelque part c'est aussi lier lui ce qu'il fait et ce qu'il raconte avec le spectateur. C'est exactement la même chose, donc musubi, tisser les liens, c'est une notion qui est très importante. Et aussi il y a tout ce qui va être aussi lié le traditionnel au technologique, le fait que l'un vienne de Tokyo, l'autre en fait d'un endroit qui est traditionnel, plein milieu du Japon, c'est aussi en fait parler à la fois de ce qu'est le Japon en fait, parce qu'il y a les gens qui se complètent, il y a aussi le Japon qui se complète, et c'est ça qui m'a toujours fasciné dans le Japon, c'est en fait la manière dont tout ce qui va être mégalopole technologie s'intègre en fait avec ce qui est plus traditionnel. On peut se balader en fait, alors malheureusement j'ai pas encore été au Japon, mais on me l'a raconté et puis je l'ai vu, on peut se balader dans des endroits qui sont assez une sorte de mégalopole, mais trouver en plein cœur finalement un temple shintoïste, quelque chose qui est plus traditionnel. Et la manière dont il y a une espèce d'alchimie qui se crée, même une sorte de magie, est très importante. Et donc c'est ça aussi, tisser les choses en fait, les connecter entre elles, les imprégner. Et c'est sans doute probablement pour tous ces thèmes là que le film touche en fait à peu près tout le monde. On va forcément se retrouver dans un des thèmes du film. Ça appelle un peu à l'universalité, alors ça fait sortir un grand mot mais c'est vraiment ça. Donc tout le côté technique, le côté fond et forme ensemble fonctionne bien, tout fonctionne bien ensemble. C'est la manière dont les gens aussi va tisser différents liens entre différents genres. Je vous ai parlé de la comédie, il va y avoir d'autres genres qui vont venir se greffer, je vais pas vous raconter quoi. Mais c'est pareil, c'est un truc qui tient sur un fil, pour filer ma métaphore des liens et de tisser, mais ça tient vraiment sur un film, c'est vraiment un exercice de funambule, mais il se casse jamais la gueule en fait, et ça marche super bien. Et c'est très rare, c'est même un petit miracle que justement le film ne tombe pas dans un côté plus que dans un autre, c'est vraiment assez fabuleux. Et pour lier tout ça, la musique c'est quelque chose de très important chez Shinkai. Donc là il n'est plus à son compositeur, donc Temon, qui avait composé tous ses films jusqu'à 5 cm par seconde justement. Et là il est parti avec le groupe, en fait un groupe de rock japonais qui s'appelle Radwimps. Et donc un groupe qui est des années 2000 en fait, qui est connu mais qui n'est pas un groupe superstar non plus au Japon. Il va intégrer des fois à 2-3 moments clés des chansons dont les paroles justement font sens par rapport à l'image. Que ça commence dès l'opening, alors l'opening du film peut surprendre, ça fait comme un opening en fait de série d'animation japonaise, donc des fois ça peut désarçonner, mais ça prendra tout son sens au fur et à mesure du film. Il y a une autre scène en plein milieu et une scène vers la fin, une séquence de 8 minutes où justement la chanson suit l'action, à moins que ce soit plutôt l'action qui suit la chanson, en fait tout est tellement connecté qu'on ne sait plus trop. Et cette séquence là de 8 minutes est probablement la plus belle séquence de cinéma que j'ai vue en 2016, mais vraiment en fait c'est vraiment extraordinaire. Franchement, quand vous verrez le film, si vous le voyez, vous verrez ce que vous en pensez, mais c'est vraiment extraordinaire, ça monte, ça prend aux tripes, et l'alchimie qui est entre la musique, les paroles, l'image, c'est vraiment, c'est un moment magique, vraiment magique. Et donc voilà, donc une très belle musique, tout est lié. D'ailleurs Shinkai avoue que s'il y a des fois il a demandé vraiment des choses précises pour la musique, des fois il a laissé aussi le compositeur du groupe lui proposer des choses, et en fait ils ont travaillé un peu comme ça conjointement. Chose aussi qui est assez intéressante, c'est que, alors Shinkai souvent, tous ses films vont être adaptés en manga et souvent aussi en roman, mais c'est lui qui écrit les romans et des fois il écrit même le roman avant ses films. Là le plus drôle c'est que pour ce film là,
il a commencé en fait le roman un peu avant la production du film, il a fait la production et en fait les deux finalement ont été créés en même temps, le film et le roman, qui sont un peu différents. Donc si vous regardez bien, dans le fond derrière moi, vous avez justement le roman, il y a le manga à côté. Et donc ça amène, les choses se complètent et il expliquait que justement en écrivant le roman, il s'est rendu compte que dans son film, les personnages étaient des fois un peu plus candides ou un peu plus niais que ce qu'il voulait et donc il corrigeait comme ça finalement. Et donc c'est une espèce de création un peu hybride là encore, qui s'est fait entre ce qu'il écrivait, le roman, parce que le roman est écrit à la première personne, à chaque fois on a vraiment les pensées des personnages, et en fait le film. Et c'est comme ça qu'il a pu aussi retoucher par moments en pleine production du métrage ce qu'il faisait. Donc ça c'est vraiment assez intéressant, et les deux se complètent vraiment bien, même avec le manga. Donc moi j'ai tout acheté parce que je suis vraiment fan des films. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de particulier qui est vraiment propre à Shinkai, et qui est très intéressant. Chose qui est importante à dire, c'est que donc le film, donc je vous dis ça a été un carton, mais ça en fait ça ne préjuge en rien de la qualité d'un film, hein. Rappelez-vous Bienvenue chez les Ch'tis, voilà, c'était le tacle gratuit. Mais toujours est-il que ça a été tellement un carton que les Américains veulent faire un remake live avec des acteurs. Apparemment ce serait produit par J.J. Abrams. Donc là ça fait un peu plus flipper quand même, parce que non, un film est un chef-d'œuvre. Personnellement je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Donc laissez les chefs-d'œuvre où ils sont, n'allez pas commencer à nous faire un remake. Si vous voulez un chef-d'œuvre, en fait, ne faites pas un remake d'un chef-d'œuvre. Vous avez le chef-d'œuvre, il est là, servez-vous, prenez-le, regardez-le, appréciez-le. Nous, on peut le regarder et l'apprécier très facilement. Il a donc été édité en DVD, en Blu-ray. Alors évidemment, si vous pouvez le regarder en Blu-ray, ça magnifie l'image du film, hein, ça c'est sûr, et même au niveau du son, parce que c'est pareil, le mixage sonore est parfait. Il y a des jeux sur les sonorités à des scènes clés, mais dont je peux pas parler, qui sont très importantes, parce que ça parle d'une certaine manière. Il l'expliquait d'ailleurs Shinkai dans une interview. Et en fait, évidemment, je vous conseillerais plus de le regarder en VO sous-titré plutôt qu'en VF. Alors j'ai testé un peu la VF du film, et pour une fois, ce qui est rare dans les animés japonais, la VF n'est pas mauvaise, hein, mais la VO est très importante dans la mesure où justement on parle d'un garçon et une fille qui échangent leur corps. Mais les acteurs doublent quand même le même personnage, ce qui fait que l'acteur mâle en fait va doubler en donnant une sorte de féminité à sa voix, mais sans non plus trop surjouer. Et pareil pour la femme qui va doubler donc le garçon quand elle est dans son corps, avec un côté un peu différent. Et par rapport à l'accent aussi, parce qu'elle vient d'une région différente de Tokyo. Et donc voilà, donc il y a vraiment un jeu d'acteur qui est très fin. Alors moi je ne maîtrise pas le japonais, donc je pense que je le comprends moins que d'autres qui le maîtrisent. Mais on sent les perceptions, les différences sonores dans les personnages, dans l'animation aussi, mais c'est pareil, ils font pas des animations trop surjouées où le garçon, quand c'est la fille à l'intérieur, va faire comme ça. Non, c'est pas à ce niveau-là. Donc voilà, il y a des subtilités qui passent beaucoup mieux dans la VO sous-titrée. De toute manière, en général, les films d'animation japonais, vaut mieux les regarder en VO sous-titré, à part si vous êtes vraiment réfractaire à la lecture de sous-titres. Donc c'est disponible en DVD, en Blu-ray. Les livres c'est pareil, ils ont été traduits, les deux chez Pika Édition, donc vous avez le roman donc, chez Pika Édition, et vous avez aussi donc le manga qui est en 3 tomes chez Pika Édition aussi. Donc je vous les conseille, ça se lit vraiment très bien, ça complète vraiment le film, donc si vous aimez, vous pouvez les acheter. Commencer par le film, ça serait vraiment dommage en fait de lire le reste avant. La BO c'est pareil, dans la version collector que vous voyez derrière moi du film Blu-ray, vous avez le CD de la BO compris, donc je crois que la version collector d'ailleurs n'est peut-être plus disponible. Mais en tout cas voilà, il y a vraiment plein de versions du film dans différentes versions Blu-ray ou des versions DVD. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un petit bijou, mais vraiment un petit bijou. Pour moi c'était le meilleur film de l'année 2016, tout genre, tout confondu. C'est devenu mon film préféré d'animation ever, comme on dit. Et donc voilà, donc un grand chapeau à Makoto Shinkai, il a annoncé qu'il travaille sur un nouveau film. Ça me tarde vraiment de voir ce qu'il va faire, de voir ce qu'il va donner. Alors souvent les critiques disent c'est le nouveau Miyazaki, donc non, ce n'est pas le nouveau Miyazaki. Tant sur la forme que sur le fond, ils ne se ressemblent pas du tout. Donc ça serait stupide de les comparer, mais à chaque fois que quelqu'un devient connu du grand public, les critiques disent ah c'est le nouveau Miyazaki. Ils ont fait le coup avec Mamoru Hosoda aussi, puis ils avaient fait avec d'autres. Non, Miyazaki et Miyazaki, personnellement, Miyazaki il a apporté beaucoup à l'animation, mais je suis pas très fan de ses films. Je vois en quoi ils sont super bien, mais en fait ce qu'il raconte et la manière dont il raconte ne me touche pas spécialement. C'est pas vraiment mon type d'animation que j'aime. Quand même, je trouve que ça a apporté beaucoup à l'animation. Et sur le fond, c'est pas vraiment les sujets qui m'intéressent. Tant sur la forme que sur le fond, Makoto Shinkai me parle beaucoup. J'espère qu'il vous parlera à vous. Et donc je vous dis, si vous pouvez, profitez-en, regardez-le. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà vu, ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, s'il y a des choses qui vous ont perturbé ou pas, ou ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire. Si vous l'avez pas vu, si vous voulez poser des questions, pareil, commentez. Likez si vous voulez, mais c'est pas obligé. Partagez si vous voulez, mais c'est pas obligé. Le mieux, comme je vous dis à chaque fois, c'est échanger, échangeons si vous voulez. Tissons des liens, parce que c'est ça Musubi aussi. Allez, à une prochaine vidéo.
Ciao ciao.